Plus il s'enfonce dans le sous-sol, plus l'odeur pique les narines de l'inspecteur. Ce n'est pas juste l'humidité ou les fumées de moisissure qui empestent dans toutes les caves. Il y a une autre odeur, quelque chose qui lui donne envie de vomir. Quoi exactement, il ne le sait pas encore. Finalement, sa main se pose sur l'interrupteur. Sans hésiter, l'homme en tenue appuie dessus. Ah, c'était donc ça. En face de lui, un matelas 3 places traîne au-dessus d'une pile d'objets. Clairement, il a fait son temps. Mais ce qui le rend si particulier, c'est l'énorme tache de sang qui le recouvre presque à moitié. Et ce sang ne vient pas de nulle part. Il y a une histoire particulièrement sordide derrière ces événements. Et je vais vous la raconter. L'affaire d'aujourd'hui se passe dans un pays réputé pour son ciel orageux, l'Angleterre. Et plus précisément, les faits se déroulent à Northampton, dans les Midlands de l'Est. Northampton, ce n'est pas une ville très connue en dehors des frontières de la Grande-Bretagne. En 2021, la cité ne compte que 249 000 habitants. Et sur le plan touristique, il n'y a pas grand-chose à voir ou à faire. Alors ceux qui connaissent la région comme leur poche vous diront le contraire. Sûrement en commentaire d'ailleurs. Mais honnêtement, très peu de touristes s'y rendent. En 1675, un incendie ravage une grande partie de la ville, faisant disparaître des bijoux architecturaux. Du coup, oubliez les palais grandioses qui ont fait la réputation de l'Empire britannique. Sur le plan économique, le plus gros de l'activité tourne autour de la finance et de la logistique. Il y a aussi l'université de Northampton, et la ville peut se vanter d'avoir le plus grand hôpital psychiatrique du Royaume-Uni. Pour faire court, Northampton est une ville de taille moyenne. Calme, avec ce qu'il faut comme confort et entouré de verdure. Sûrement, est-ce pour cela que Fiona Bill, 50 ans, et Nicolas Billingham, 42 ans, y sont si heureux. Fiona et Nick, puisque c'est comme ça que tout le monde surnomme Nicolas, c'est une histoire d'amour vieille de 17 ans. Ils ont eu des hauts et des bas, mais malgré tout, ils sont encore fous amoureux. Du moins jusqu'en novembre 2021. Le 1er novembre de cette même année, Fiona appelle l'Eastfield Academy. Professeure en classe de 6e, elle a une terrible nouvelle à annoncer à son supérieur. Elle est malade, sérieusement malade. Depuis quelques jours, Fiona ne se sent pas bien. Elle a des migraines, elle est épuisée, son corps lui fait mal, et pour couronner le tout, elle a l'impression que son nez est bouché. Après plusieurs jours à souffrir en silence, elle se décide à consulter un professionnel. Le verdict tombe. Fiona Bill a la Covid-19. Et malheureusement, Nick aussi est infecté par le virus. Selon la loi britannique, Fiona et Nick en ont pour 10 jours de confinement. Immédiatement, l'Eastfield Academy assure à Fiona qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Bien sûr qu'elle peut rester chez elle. C'est une excellente enseignante, ses élèves l'adorent, mais hors de question de prendre des risques. Sourire aux lèvres, Fiona remercie sa hiérarchie. 10 jours à roucouler avec son Nick chéri. Normalement, Fiona et Nick passent peu de temps ensemble. En tant qu'enseignante, Fiona se lève en même temps que le soleil. Et il n'est pas rare qu'elle ramène des copies à corriger à la maison. Nick n'est pas en reste. Vu qu'il travaille sur les chantiers, il peut sortir à l'aube et ne rentrer qu'une fois la nuit tombée. Mais là, avec le confinement, Fiona et Nick sont ensemble 24 heures sur 24. Ce qui devait être une lune de miel se transforme en cauchemar pour les deux tourtereaux. Ils n'ont pas été les seuls pour qui le confinement est devenu un moment difficile. Moi aussi, ça m'a fait du mal. Je suis devenu accro à Candy Crush, un jeu auquel je n'avais jamais touché auparavant et duquel je n'arrivais plus à décoller. Il me fallait ma dose d'explosion de bonbons quotidienne. Désolé, on s'éloigne du sujet. Fiona et Nick, eux, ne supportent plus de se voir du matin au soir. Le ressentiment et les tensions du passé remontent à la surface. Les câlins se font rares et sont vite remplacés par les disputes. À la fin du confinement, Fiona et Nick décident de se séparer. Même s'il a aimé Fiona, Nick se rend bien compte qu'il n'y a plus d'amour entre eux. Et aussi, point non négligeable, il fréquente quelqu'un d'autre. Convaincu que c'est la bonne, il dit au revoir à Fiona et la quitte pour une autre femme. Fiona le prend mal, ce qui est assez compréhensible, on va être honnête. Elle a donné 17 ans de sa vie à cet homme et au final, elle n'a rien. Pas de mariage, pas d'enfant, pas de reconnaissance. Quand elle replonge dans le passé, tout ce dont elle se rappelle, c'est le long enfer qu'elle a vécu aux côtés de Nick. Même s'ils sont restés longtemps ensemble, Fiona et Nick ne sont pas un exemple à suivre. Leur relation est tout sauf un conte de fées. C'est presque 2 décennies remplies de toxicité et d'abus en tout genre. Nick trompe Fiona à plusieurs reprises. De l'une de ses liaisons avec une dénommée Andrea Farden, il a un fils alors âgé de 2 ans. Mais ce n'est pas le seul enfant que Nick aura en dehors de son union. Il en a un autre dont l'identité est tenue secrète.
En plus d'être infidèle, Nick est aussi abusif. Il n'hésite pas à hurler à Fiona qu'elle est grosse, vieille et, je cite, a fait son temps. Il a toujours quelque chose de négatif à dire sur sa cuisine ou sa façon de faire le ménage. Et même durant les moments intimes, il fait tout pour briser sa compagne. Par exemple, une fois, durant l'acte, il crache sur Fiona et la menace. Tout ça, en plus du fait qu'il soit accro au jeu d'argent et endetté jusqu'au cou. Nick est beaucoup de choses, mais il n'est pas un compagnon aimant et loyal. Lui-même en a conscience. La preuve, c'est qu'il accepte de voir un conseiller conjugal avec Fiona. Et dans l'une des lettres qu'il rédige, il dit à celle qui le supporte depuis 17 ans « Mon corps, mon cœur, mon amour sont tiens depuis le jour où je t'ai rencontré et le seront jusqu'à ce que je meure. » Même s'il y a beaucoup à dire sur Nick, de son côté, Fiona n'est pas en reste. À l'Eastfield Academy, elle est connue comme la professeure de 6e que les enfants adorent. Mais derrière cette façade se cache un visage plus sombre, beaucoup plus sombre. Pendant presque toute sa vie d'adulte, Fiona souffre de dépression. Elle est rongée par des pensées noires qui ne la quittent jamais. Quand elle regarde le monde, elle n'en voit pas la beauté. Juste du noir, du gris et de la méchanceté. Pour calmer ses angoisses, Fiona fume beaucoup de cannabis. Il y a des jours où elle plane du réveil au coucher. Bien sûr, sa dépendance ne l'aide pas à aller mieux. Son estime d'elle-même fond comme neige au soleil, et elle a de la peine à contrôler ses émotions. Selon certaines sources, elle tente à plusieurs reprises de sauter la vie. Elle n'y parvient pas. Toutes ses tentatives ont été réalisées à l'aide de médicaments. Et heureusement, elle n'est jamais parvenue à ses fins, se trompant à chaque fois dans le dosage, celui-ci n'étant pas assez puissant pour stopper le corps humain. Et après chaque tentative, Fiona regrette. Elle décide de se ressaisir, mais elle se trouve bloquée dans une boucle qui se répète sans fin. Elle finit par recommencer quelques mois plus tard. Fiona et Nick sont deux personnes brisées, qui entretiennent une relation toxique. À un moment donné, ils s'en rendent compte. On ne sait pas exactement quand, mais bien avant l'incident de 2021, le couple se sépare. Seulement, en 2019, ils se redonnent une chance. L'année qui suit, en 2020, ils emménagent ensemble dans une jolie maison avec 3 chambres et terrasse à Moore Street. Et c'est là, dans le salon qu'elle a décoré avec Nick, que Fiona se fait plaquer par une froide matinée de novembre 2021. Mais le pire, c'est que Nick n'a pas le courage d'annoncer à leurs proches qu'il la quitte pour une autre. C'est donc Fiona qui doit raconter pourquoi il n'est plus là. Elle appelle Holly Shore, la demi-sœur de Nick, pour lui expliquer que c'est fini. Elle contacte aussi Yvonne Valentine, la mère de son ex-petite amie, pour lui rapporter la situation. En parallèle, elle répand la nouvelle dans son propre cercle relationnel. Après 17 ans, Nick l'a quitté pour aller roucouler avec une autre demoiselle. Il lui a annoncé son intention et l'a mis à exécution. Par SMS, il lui a plusieurs fois rappelé que c'était la fin. De son côté, Nick n'est pas très bavard. Mais honnêtement, c'est compréhensible. Il n'a pas le bon rôle dans cette histoire. Bien entendu, il n'a pas à rester en couple s'il est malheureux, mais disons que la rupture aurait pu être mieux gérée. Il n'est pas aussi loquace, mais défend sa position via des messages. Il contacte ses collègues, ses amis et sa famille. Il n'était plus heureux avec Fiona, et a donc décidé de s'en aller. Point final. L'homme se sent obligé de redorer son blason après que son ancienne petite amie a décidé de donner sa propre version des faits à quiconque lui tendrait l'oreille. Et elle ne s'est pas gênée pour le faire, d'ailleurs. Le 23 décembre 2021, la mère de Nick, Yvonne, rend visite à Fiona. Cela fait presque 20 ans qu'elle la connaît. Forcément, elle sait que mentalement, Fiona est un peu faible. Et avec la rupture, elle est sûre qu'elle ne va pas bien. Le tête-à-tête se passe bien. Yvonne et Fiona discutent autour d'une boisson. Fiona semble se remettre lentement de la rupture. La preuve, elle a même revu la décoration des lieux pour s'approprier l'espace. Le 30 décembre, Nick et sa mère ont une longue conversation par SMS. Le lendemain, il envoie à tous ses contacts des vœux du nouvel an. Pendant ce temps, Fiona passe les fêtes de fin d'année avec des amis. Et la vie continue. Le 6 février 2022, cependant, la mère de Nick commence à s'inquiéter. Mine de rien, cela fait plusieurs mois qu'elle n'a pas vu son fils. Alors elle envoie un autre SMS pour lui demander si tout va bien. 5 jours plus tard, il lui répond « Tout est ok ». Le 18 février de la même année, la tempête Eunice ravage la Grande-Bretagne. Et une fois l'orage passé, la police de Northampton frappe à la porte de Fiona. Le 1er novembre 2021, Fiona Bell et Nicola Billingham sont confinés pour 10 jours à cause du Covid. Après cette période, Nick quitte Fiona pour une autre femme, mettant un terme à 17 ans de relation. Le souci, c'est qu'en février 2022, la police de Northampton trouve son van. Il avait été abandonné à côté d'un arbre.
Même si cela fait 99 jours qu'il a rompu avec Fiona, Nick n'a pas indiqué de changement d'adresse aux autorités. Forcément, c'est chez Fiona que la police débarque. Les agents sont plus inquiets qu'autre chose. En début de mois, Northampton a été ravagé par la tempête Eunice. On parle de vents pouvant atteindre 180 km/h. Autant dire qu'il balaie une voiture comme s'il s'agissait d'un cure-dent. C'est donc tout naturellement que la police recommande à Nick d'aller vérifier l'état de son véhicule. Mais vu qu'il n'est pas là, elle laisse le message à Fiona qui promet de le lui transmettre. Dès que la police s'en va, Fiona referme la porte et inspire à plein poumon. Même si l'entretien n'a duré que quelques secondes, sa tension artérielle a grimpé. Son cœur bat tellement fort qu'elle a l'impression qu'il va sortir de sa poitrine. Fiona a besoin de lâcher prise. Alors elle court dans sa chambre et enchaîne les joints. Une fois calmée, elle ouvre l'un des tiroirs de sa commode et en sort un carnet de format A5. Le 11 février 2022, Nick répond au SMS de sa mère. Le même jour, en soirée, Fiona achète le livret qu'elle a actuellement entre les mains. Et aujourd'hui, une semaine après, elle ressent le besoin de le rouvrir. Doucement, elle tourne la couverture. Là, ses yeux se posent sur les premiers mots qu'elle y a écrits. Je commence ce journal pour vous le samedi 12 février 2022. Cela fait 3 mois et 12 jours. Je ne suis pas un monstre absolu. Je sais ce que j'ai fait. Et alors qu'elle se relit, elle ressent l'envie d'en dire plus. Sans hésiter, elle attrape un stylo à encre noire et écrit. Elle écrit. Parfois, ses phrases n'ont pas de sens. Parfois, elle se positionne en victime. Parfois, elle hurle sa rage envers Nick, mais ça ne suffit pas. Toute la journée, Fiona fume du cannabis et se repasse le fil des 17 années avec Nick. C'est à peu près tout ce qu'elle fait en février et en mars 2022. Fumer, ruminer. Forcément, sa santé mentale se détériore. Elle devient instable et son esprit est constamment ailleurs. En mars 2022, Fiona en a assez de souffrir. Toutes ces idées noires qui l'obsèdent la détruisent à petit feu. Elle en a conscience et ses proches aussi. Histoire de repartir à zéro, elle réserve plusieurs nuits au Lodge Highborans de Cumbria, dans le nord-ouest de l'Angleterre. L'établissement se décrit comme une retraite rurale sereine pour les couples, loin de l'agitation des villes voisines où l'on fait son miel, tout en offrant un accès facile à toutes les attractions touristiques. Et c'est vrai. Le Lodge Highborans, c'est plus de 400 hectares de plaine à couper le souffle. Seul à 400 mètres de hauteur, les clients n'entendent que le bruit du vent et de temps en temps les bêlements de quelques brebis. Fiona se dit qu'il n'y a pas meilleur endroit pour faire disparaître les démons qui torturent son esprit. Sauf que, quand elle s'installe dans son hôtel, ses idées noires la suivent au grand air. L'état de Fiona s'empire. Complètement illogique, elle envoie des messages bizarres à ses proches. Paniquée, ces derniers appellent la police et la supplient d'aller sur place. Le 15 mars 2022, les forces de l'ordre britanniques débarquent au Lodge Highborans. La famille de Fiona a vu juste. La femme ne va pas bien. Quand elle ouvre la porte, elle est complètement désorientée. Mais surtout, elle s'est fait du mal physiquement. Au vu de son état et de son historique médical, Fiona est immédiatement internée au Royal Lancaster Infirmary. Mais alors qu'ils examinent les lieux, les policiers font une découverte alarmante. Dans un coin de la pièce, ils trouvent un carnet de format A5. Sur la première page, il est écrit « Je commence ce journal pour vous le samedi 12 février 2022. Cela fait 3 mois et 12 jours. Je ne suis pas un monstre. Je sais ce que j'ai fait. » Et en poursuivant leur lecture, ils découvrent une confession qui fait froid dans le dos. Je dois avouer. Ok, c'est parti. Octobre 2021. Il m'a craché dessus et m'a menacé pendant l'amour. J'ai alors su que X avait dit la vérité. J'ai envisagé de le quitter, mais les choses qu'il a dites et faites ont alimenté mon côté obscur. Je l'appelle Tulip 22. Elle est téméraire, sans peur et efficace, impitoyable. De toute façon, je ne pouvais plus dormir dans le lit parce que je respirais trop fort. Je bougeais trop, je ronflais, etc. Après le sexe, je descendais au rez-de-chaussée et ça, même si je ne me sentais pas bien. J'ai pris l'habitude de dormir en bas. D'attendre qu'il se couche pour me défoncer et laisser Tulip 22 sortir. Je savais que je ne pouvais pas le laisser s'en tirer comme ça. Halloween avait scellé son sort. Il avait été vraiment ignoble. Je me suis assise sur le sol de la cuisine et j'ai pleuré en voyant les abus que j'avais laissés se produire. J'ai toléré trop d'abus. Ce soir-là, j'ai prévu quelque chose. Les règles du Covid signifiaient que j'avais 10 jours de confinement garanti en cas de symptômes positifs. J'ai appelé Claire le lundi et lui ai dit que nous avions été testés positifs et que nous avions des symptômes. Il est parti au travail. Tulip 22, fumé et planifié. J'avais tout planifié tellement de fois. Lundi 1er novembre. J'ai fumé toute la journée. J'ai pris un bain, j'ai laissé l'eau couler. Ça faisait longtemps qu'il insistait pour avoir des relations sexuelles. Je lui ai dit de prendre un bain et qu'ensuite on ferait l'amour. Pendant qu'il était dans la baignoire, j'ai mis le couteau dans la poche de ma robe de chambre.
puis je les cachai dans le tiroir à côté du lit. J'avais également apporté un ciseau, un sac poubelle et des serre-câbles. Je lui ai fait porter un masque sur les yeux. C'était plus difficile que je ne le pensais. Cacher son corps était dur. Déplacer un corps est beaucoup plus difficile qu'à la télé. J'ai commencé à croire à ma propre couverture. Flash interrompu. Les derniers mots que je lui ai adressés quand il m'a demandé pourquoi, c'est qu'il n'allait pas faire à X ce qu'il m'avait fait. Dans son carnet, Fiona avoue avoir tué quelqu'un. À ce moment, la police ne sait pas s'il s'agit des délires d'une femme malade ou si un crime a vraiment été commis. Seulement, en interrogeant les proches de Fiona, ils apprennent sa relation toxique avec Nick. Et surtout, ils réalisent qu'après le 1er novembre 2021, personne n'a revu l'homme physiquement. Le 1er novembre, Nick sort comme d'habitude. En s'appuyant sur les messages qu'il envoie et qu'il reçoit, il est clair qu'il travaille toute la journée sur un chantier. D'ailleurs, sa présence est confirmée par plusieurs personnes. Le soir, son téléphone borne à une antenne qui couvre Moore Street. Et après, plus rien. Non seulement le téléphone ne bouge plus, mais plus personne n'a de contact physique ou visuel avec Nick. La théorie de la rupture ne tient pas debout. Le 19 mars 2022, il y a suffisamment de suspicions pour fouiller la maison de Moore Street. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les policiers ne seront pas déçus. Dans le sous-sol de Fiona, ils découvrent un matelas taché de sang. Et pas une ou deux gouttes. Il y en a tellement qu'il est clair que quelque chose de grave s'est passé. Mais les inspecteurs le savent. Ce n'est rien comparé à ce qui les attend dans le jardin. En enquêtant sur Nick, plusieurs transactions en ligne ont attiré leur attention. Apparemment, le 2 novembre 2021, Nick aurait passé commande chez B&Q, un magasin de bricolage. Il aurait acheté 10 unités de 50 litres de compost, 10 gros sacs de pierre et un grand sac plastique. Ce qui est bizarre, c'est qu'en regardant les vidéos de surveillance du magasin, ce n'est pas Nick, mais Fiona qui récupère le matériel. La police n'est pas dupe. Fiona n'a pas eu une soudaine envie de se lancer dans le bricolage. Il est plus probable qu'elle ait eu besoin d'enterrer un corps. Malheureusement, les policiers ont vu juste. Le 19 mars 2022, le corps momifié de Nicolas Billingham est retrouvé dans le jardin de Fiona Bill. Nick n'a jamais eu le Covid et n'est pas parti avec une autre femme. Le 1er novembre 2021, Fiona l'a assassiné de sang-froid avant de l'enterrer dans sa cour. L'autopsie va dans le sens des confessions écrites de Fiona. Selon toute vraisemblance, Nick est mort des suites d'un coup de couteau porté à la gorge. La lame s'est enfoncée dans la jugulaire droite, transperçant l'œsophage et la trachée. Vu qu'il avait accepté d'être attaché au lit pour des jeux sexuels, il n'a pas pu se défendre. Nick n'a pas eu d'autre choix que d'attendre la mort sur le lit conjugal. Tout était prémédité. Fiona a utilisé ce rapport sexuel qui était en réalité la potence de Nick. Il n'a rien vu venir. On ne sait pas où Fiona a laissé le corps le soir du 1er novembre. Mais ce qui est sûr, c'est que le lendemain de son crime, elle achète tout le nécessaire pour s'en débarrasser. Et après, elle continue à mener sa vie, comme si de rien n'était. C'est elle qui envoie les messages avec le téléphone de Nick, que ce soit à son propre numéro ou à leurs proches. Elle le fait passer pour un homme sans cœur, qu'il a quitté pour une autre. Alors qu'en fait, son corps sans vie se décompose sous la fenêtre de sa cuisine. Mais Fiona ne s'arrête pas là. En plus d'utiliser les comptes bancaires de Nick pour l'enterrer, elle utilise son argent pour éliminer toute trace de sa présence. Toujours le 2 novembre, elle a recours à l'argent de Nick pour acheter des gants de jardinage, des produits de nettoyage et un incinérateur. Les deux premiers servent à faire disparaître le corps. Le troisième à brûler toutes les affaires de Nick. Méthodiquement, Fiona rassemble tout ce qui appartient à Nick. Et un soir, elle allume son incinérateur. Un à un, les effets personnels de l'homme sont réduits en cendres. Elle accomplit tellement bien cette tâche que ni la mère de Nick, ni ses enfants n'ont d'objets ayant appartenu au défunt. Et ce n'est pas tout. Non contente d'avoir éliminé toute trace de Nick, Fiona gaspille allègrement son argent. Elle se sert de la carte de crédit de son ex-petite amie pour acheter de nouveaux draps et un vibromasseur. De temps en temps, elle se fait de petits cadeaux avec l'argent de l'homme qu'elle a tué. Et quand sa libido est trop forte, elle consulte des sites pour adultes depuis le téléphone de Nick. Les preuves sont tellement accablantes que la culpabilité de Fiona Bill ne fait aucun doute. Et elle est arrêtée le 19 mars 2024 pour le meurtre de Nicolas Billingham. Lors du procès, Fiona essaie de plaider l'homicide involontaire. La défense s'appuie sur la relation houleuse pour faire essayer d'obtenir la diminution de la responsabilité et la perte de contrôle. D'après la défense, la toxicité dont faisait preuve Nick a forcé Fiona à réagir. En gros, c'était soit elle, soit lui. Sans aller jusqu'à la légitime défense, il s'agissait d'une question de vie ou de mort pour la femme. Seulement, le tribunal rejette ces arguments.
Tout simplement parce que si Nick avait été si abusif qu'elle le décrit, rien ne l'empêchait de partir, ou même d'appeler la police. Finalement, le 26 avril 2024, Fiona Bill plaide coupable du meurtre de Nicolas Billingham. Pour cet acte horrible, elle est condamnée à la prison à vie avec une peine de sûreté minimale de 20 ans. Voici pour cette terrible affaire britannique. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez matelas en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.